raconte. Christophe Ondelatte. À chaque fois qu'il y a un enlèvement ou une prise d'otage, et qu'un lien se noue entre les ravisseurs et leur otage, on dit « Ah, c'est le syndrome de Stockholm ». D'où vient cette expression? Que s'est-il passé à Stockholm? Eh bien, je vais vous le raconter en m'appuyant notamment sur un documentaire actuellement disponible sur le replay de la chaîne Planète Plus Crime Investigation, le jour où Stockholm est devenu un syndrome. Excellent film d'Olivier Pighetti, produit par Planète Pourpre. Il s'agit d'un braquage de 1973 dans la capitale suédoise et qui a duré 6 jours, au cours duquel une relation unique s'est nouée entre les otages et les bracos. J'ai écrit cette histoire avec Tugdual de Dieu le veut, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. C'est une histoire qui commence au temps du pantalon pas de def et des cheveux longs. 1973. Dans un pays où, dans ces années-là, les cheveux sont un peu plus longs qu'ailleurs et les bas de pantalon plus éléphantesques. La Suède, le paradis du babacoulisme au nord de l'Europe. Peace and love à mort. Nous sommes au cœur de l'été suédois, le 23 août 1973, à Stockholm, la capitale, dans le quartier de Norrmalmstorg. La succursale de la Kreditbanken vient d'ouvrir. Et le premier client à entrer dans la banque est un jeune gars avec des cheveux longs, bouclés, noirs. Il s'appelle Janne Erik Olsson. Il sort tout juste de prison. Mais ça, personne ne le sait encore. Il déboule dans la banque et ta-ta-ta-ta-ta-ta, il tire une rafale dans le plafond. Des dizaines d'employés sont là. La plupart sont maintenant couchés au sol, tremblants. D'autres ont réussi à s'enfuir. Quelques minutes plus tard, arrive un flic à l'extérieur. « Qu'est-ce que tu veux ? Je veux 3 millions de couronnes. Et je veux des armes aussi. Et puis je veux un gilet pare-balles. Je veux un avion pour m'enfuir. Et surtout, ce que je veux, c'est Clark Olofsson. » Clark Olofsson? À cette époque-là, en Suède, tout le monde sait qui il est. C'est un gros braqueur. C'est un perceur de coffres. Un policier est mort lors de son dernier coup et depuis, il est en prison. Janne Erik Olsson, qui vient d'entrer dans la banque, était dans une cellule voisine de la sienne. Et maintenant, il réclame que la police le libère et l'amène à la banque. C'est un braquage pour libérer un copain. Dans sa prison, Clark Olofsson n'est absolument au courant de rien. L'autre ne l'a pas prévenu. Il comprend quand il voit arriver le directeur dans la cour de promenade de sa prison. Un de vos amis braqueurs, Janne Erik Olsson, vous connaissez, je pense, est en train de commettre un braquage dans une banque de Stockholm. Et il réclame qu'on vous libère et qu'on vous laisse le rejoindre dans la banque. Alors, nous n'avons pas encore pris de décision, mais on va quand même vous conduire à Stockholm, hein, et on avisera en fonction de l'évolution de la situation. À votre disposition, monsieur le directeur. Il va de soi que si vous étiez amené à le rejoindre, nous serions intéressés à ce que vous nous aidiez à le neutraliser. Auquel cas, je vous garantis qu'il ne vous arrivera rien et que vous sortirez de prison dans la foulée. Vous verrez bien, monsieur le directeur. Aux abords de la banque, il y a maintenant des policiers partout, fusil à l'épaule. Ils attendent les ordres. Mais on est en Suède, dans les années 70. Dans la tête des autorités, pas question d'intervenir. On va attendre. On va jouer la fatigue. On va jouer l'épuisement. Prudence, prudence, prudence. À l'intérieur de la banque, les employés sont toujours couchés au sol. Une dizaine d'hommes et de femmes qui tremblent comme des feuilles. Janne Erik Olsson les a attachés un par un
Et depuis, il ne s'en occupe pas trop, parce que pour l'instant, il est seul. Pas facile de gérer un braquage tout seul. Les heures passent. La pendule de la banque indique midi, 13 heures, 14 heures. Et puis en début d'après-midi, la porte de l'agence s'ouvre. « Salut Yann! Clark! Oh, 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 c'est toi! Nom de Dieu, ils t'ont libéré, ils t'ont fait venir, que je suis content de te voir. Beaucoup moins que moi, mon vieux. » Les Suédois ont cédé. Ils ont fait entrer Clark Olofsson dans la banque. Jamais un truc comme ça ne serait arrivé en France. Mais on est en Suède, dans les années 70. Cool. Cool. Dans la banque, l'arrivée de Clark Olofsson a complètement changé la donne. Il est beaucoup plus expérimenté que son copain Yann et Eric. Il est moins nerveux. Beau gosse, au passage. C'est important pour la suite. Hableur, charmeur, un truand de cinéma. Calme. Beaucoup plus calme que l'autre. Et c'est ce qui compte pour l'instant. Bon. Ok, on va libérer une partie des otages. Il y en a trop, il y en a beaucoup trop. On va en garder 4. Hein? Et puis on va se planquer avec eux dans la salle des coffres. Faudrait pas qu'on prenne une balle perdue. Les 4 qui restent s'appellent Elisabeth, Christine, Brigitta et Sven. 3 femmes et un homme, jeunes, entre 21 et 31 ans. Ils ne s'attendent absolument pas à entrer dans l'histoire. À un moment, un policier tente de pénétrer dans la banque. C'est Yann et Eric Olsson qui a tiré. Le flic a pris une bastos dans la main. Depuis l'extérieur, les policiers prennent des nouvelles des otages. « Tout va bien à l'intérieur? Vous êtes bien traités? Tout va bien. Pas de problème. » Alors, on va attendre. La police vient de livrer à manger, à boire et des clopes. Cool. Peace and love. À l'extérieur, les autorités ont décidé d'envoyer un psychiatre dans la banque. Il pousse la porte. C'est encore Yann et Eric Olsson qui a tiré. Raté. Ils ne veulent pas de psychiatre. Si vous continuez, on tue des otages. D'accord? Pendant ce temps-là, les policiers ont choisi leur interlocuteur pour négocier. Clark Olofsson. Yann Eric Olsson leur paraît trop fou, alors qu'Olofsson a l'air de vouloir temporiser. Est-ce qu'ils croient qu'ils travaillent pour eux? Peut-être. Est-ce qu'ils travaillent pour eux vraiment? Pas sûr. Dans la salle des coffres, l'une des otages a envie de faire pipi. Je peux y aller? Je peux sortir de la salle et aller aux toilettes? Vas-y, ma grande, vas-y. Mais si tu reviens pas, je te préviens. Je désingue cette dame, là. À tout de suite. La fille sort de la salle des coffres. Et bien sûr, les flics à l'extérieur l'ont vue. Venez là. Venez là. Profitez-en pour vous échapper. Elle leur dit non. Elle va pisser. Et elle revient dans la salle des coffres. Pour sauver sa collègue. Et aussi peut-être parce que quelque chose est en train de se nouer entre les braqueurs et leurs auteurs. La nuit vient de tomber. Fin de la première journée. Le lendemain matin, les policiers livrent un gros sac dans la banque. L'argent. Une partie de l'argent que les braqueurs ont réclamé. Ça confirme bien la stratégie. Temporiser, calmer le jeu et surtout ne pas aller à l'affrontement. Cool. Cool. Clark Olofsson vient de poser une nouvelle revendication. On veut une voiture. Hein? Vous devrez la garer devant la banque. Une voiture. D'accord. Combien de personnes voulez-vous emmener? Eh bien, on amène 2 filles. Elles sont d'accord. Elles sont d'accord?
Eh oui, elles sont d'accord. Et une des filles, Christine, appelle une journaliste de la télé pour le confirmer. On est complètement d'accord pour partir avec eux. On leur fait confiance. Vous leur faites confiance? Oui, oui. Je leur fais entièrement confiance. Je ferai le tour du monde avec eux. Contrairement à ce que disent les journalistes, vous savez, on est bien traités ici. Vous êtes bien traité? Bah oui, oui. On discute avec eux. Au fond, la seule chose dont on a peur, honnêtement, c'est d'une intervention de la police. Vous comprenez? Vous le sentez? Quelque chose est en train de se mettre en place entre les otages et les braqueurs. Ils n'ont pas peur d'eux, ils ont peur des flics. En attendant, la voiture demandée vient d'être livrée devant la banque. Ensuite, a lieu un épisode totalement surréaliste. Christine, l'otage qui a déjà appelé la journaliste de la télé, vient d'être autorisée par Clark Olofsson à appeler le Premier ministre suédois, Olof Palme. Allô? Oui, bonjour, je suis Christine Enmark, je suis otage dans la banque à Stockholm. Je voudrais parler à Monsieur Palme. Un instant, s'il vous plaît. Allô? Monsieur Palme? Oui? Voilà, monsieur, j'ai écouté vos discours à la radio. Je dois vous dire que vous me décevez beaucoup. Ah bon? Et pourquoi donc? Parce que j'ai toujours été social-démocrate. Et que vous jouez avec ma vie, monsieur. Pourquoi est-ce que vous nous laissez pas partir, moi, Elisabeth et les deux braqueurs? Laissez-nous partir avec eux. On est d'accord. À moins que vous ne vouliez vous-même prendre notre place? Moi? Moi, le Premier ministre? Oui. Oui, vous. Ils m'ont dit qu'ils seraient d'accord. Vous percevez ce qui est en train de se jouer? Elles veulent partir avec eux. Elles n'ont pas peur d'eux. Elles ont définitivement peur de la police. Fin de la 2e journée. Au matin du 3e jour, rien n'a bougé. Les policiers encerclent toujours la banque. Et à l'intérieur, les braqueurs et leurs 4 otages, enfermés dans la salle des coffres, ont passé une bonne nuit. Clark Olofsson appelle le négociateur. Il nous faudrait des serviettes hygiéniques. On a ici des femmes qui en ont besoin. On verra ça. Ah ben voilà, regardez, filles. Hein, regardez les flics. Ils veulent pas vous aider. Hein, nous, on veut vous aider. Mais pas eux. Depuis hier, les otages discutent beaucoup avec leurs ravisseurs, pour faire connaissance, pour passer le temps. Dans la salle des coffres, l'ambiance est plutôt bonne, très loin de ce qu'imaginent les autres à l'extérieur. Et quand Olson est fatigué de faire le guet, eh bien il passe son pistolet mitrailleur aux filles qui le remplacent le temps qu'il se repose. Dans la nuit du 3e au 4e jour, ils dorment tous dans la chambre forte. Tous comme des souches. Les otages et les 2 braqueurs sont tranquilles. Ils ont fermé la porte de l'intérieur. Au milieu de la nuit, un policier se glisse dans la banque dans le noir. Il s'approche de la porte du coffre et crac, il ferme la porte de l'extérieur. Les voilà prisonniers. Quand ils se réveillent, putain, ils ont fermé la porte, les cons. Bon, ça va, hein. Il nous reste à manger. Mais comment on va faire pour aller aux toilettes? On va se débrouiller, t'inquiète pas. On fera par terre dans un coin, il n'y a qu'à mettre du papier. Provisoirement, ok. Mais objectivement, quand on regarde la situation, pour eux, c'est cuit.
Jusque-là, ils avaient un espoir qu'on puisse leur donner un gros paquet d'argent et qu'on les laisse partir avec la voiture et les 2 filles en otage. Mais là, ils sont coincés. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'issue, sauf la reddition. Mais les 2 braqueurs ont une idée, qu'ils exposent à Sven, le seul garçon otage. Bon, on va te tirer dessus. Ils seront bien obligés d'ouvrir la porte pour venir te chercher et te porter secours. On va juste te blesser dans la jambe, juste une petite blessure, mais il faut quand même qu'il y ait un peu de sang qui coule, quoi, pour qu'ils ressentent l'obligation de te porter secours. Et donc là, nous, on sort et on se retrouve dans la même situation qu'avant, qu'hier. C'est-à-dire libre, et à l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire, Sven? Bon. D'accord, mais... Tu es sûr que... ça sera pas grave? Mais non. Juste une petite blessure. T'inquiète pas. On s'est visé. Jan et Erik Olsson s'approchent avec un pistolet mitrailleur. Il met le jeune Sven en joue, mais il ne peut pas tirer. Il n'y arrive pas. C'est la phase B du syndrome. Les otages les aiment. Et eux, ils aiment les otages. Le 5e jour, dans leur bunker cadenassé, les 6 entendent du bruit juste au-dessus. Des bruits sourds, d'objets qu'on déplace. Et puis d'un coup, dans la chambre forte, ils comprennent tout de suite. Des foreuses. Ils sont en train de percer le plafond avec des foreuses. Le bruit est insupportable. Mais il y a pire. Quand ils verront tomber les débris du plafond, quand la foreuse aura fini de percer, pour le coup, là, ils seront cuits. Il n'y aura qu'à jeter un gaz endormissant dans le trou. Ils seront cuits. Ça ne va pas arriver tout de suite. C'est épais le plafond d'une chambre forte. Ça ne va pas arriver tout de suite. Mais c'est inexorable. Dans le grand coffre-fort, tous ont compris que c'était plié. Que ça n'est plus qu'une question d'heure. Maintenant, il commence à y avoir des bouts de béton qui tombent du plafond. D'abord des petits, et puis de gros morceaux. Et puis, la foreuse pointe le bout de son nez. Jan Erik Olsson a de la dynamite dans son sac. Au moment où la foreuse transperce le plafond, boum! Il fait exploser la machine. Et là, il se met sous le trou avec son pistolet mitrailleur et il tire. L'un des policiers au-dessus a pris une balle dans la main. Et là, une des otages, Christine, crie « Ouais, super! On en a eu un !» On en a eu un. Une otage. Le syndrome fonctionne comme sur des roulettes. En attendant, le piège mis en place par les policiers est fin prêt. Ils se sont équipés d'un appareil photo, pas une petite webcam d'aujourd'hui. Un appareil photo des années 70, bien mastoc. Ils l'accrochent à une ficelle et ils le descendent lentement, sans un bruit. Et clic-clac Kodak, ils prennent un cliché. Ils remontent l'appareil vite fait, ils rembobinent la pellicule, ils la développent illico. Bon, ça c'est les 3 filles otages. Ça c'est Christine, ici là c'est Elisabeth, et puis là c'est Brigitta. Et puis le barbu hirsute à côté, c'est lui là, c'est Olofsson. Et maintenant, dans la chambre forte, les 6 savent très bien ce qui va se passer. Les policiers vont introduire du gaz par le trou, et ils vont tous perdre connaissance. Et c'est fini. J'ai une idée. On va accrocher des cordes avec des nœuds coulants en haut des armoires fortes, ok? Et puis on va vous les passer autour du cou. Tous les 4. Et on va leur faire passer le message que s'ils envoient du gaz, vous allez vous pendre
en perdant connaissance. Ils vont pas oser. Ils vont pas oser. Et Clark Olofsson fait passer le message à l'extérieur. Si vous envoyez du gaz, vous tuez les otages. À vous de prendre vos responsabilités, messieurs. Ils ont tous les 4 une corde au cou. Vous allez les pendre. En haut, les policiers sont coincés. Ça fait 5 jours qu'ils n'ont qu'une idée. Ne pas faire couler une goutte de sang. Ça n'est pas pour pendre les otages au final. Pause. La situation est complètement bloquée. À ce moment-là, Jan et Erik Olsson disent aux otages, s'ils mettent le gaz, le mieux c'est que je vous tue. Ah, parce que ce genre de gaz, une fois qu'il est inhalé, faut intervenir dans le quart d'heure, sinon ça crée des dégâts irréversibles dans le cerveau. La chambre forte étant fermée de l'intérieur, ils pourront pas intervenir. Je suis désolé, vaut mieux que je vous tue. Le matin du 6e jour, les policiers balancent le gaz par le trou. À ce moment-là, bien sûr, aucun des 4 otages n'a de corde autour du cou. Mais ils sont terrorisés. Il faut se rendre. On va mourir. Il faut se rendre. Ok, on se rend. Jan Erik Olsson crie alors aux policiers. C'est bon. On se rend. Envoyez vos armes. Et envoyez vos explosifs par le trou. Les policiers font descendre une corde dans le trou. Olsson fait d'abord monter sa mitraillette, puis son pistolet, et finalement ce qui lui reste de dynamite. Et puis, il ouvre la porte de la chambre forte, de l'intérieur. Les policiers l'ouvrent à leur tour de l'extérieur. Les otages sortent d'abord. Ah non, non, pas question. Ils sortent d'abord. Et nous, on sortira après. On veut pas que vous leur fassiez de mal. Jusqu'au bout. Et ça se passe comme Christine l'a dit. C'est-à-dire qu'Olsson et Olofsson sortent en premier, immédiatement cernés par une nuée de policiers. Et les otages sortent ensuite. Les photographes de presse les mitraillent. Et c'est fini. Je suis heureux de vous annoncer que cette tragédie a pris fin. Tout le monde a été extrait de la salle des coffres sain et sauf, que ce soit les 2 braqueurs ou leurs otages. Les 4 otages sont amenés dans un hôpital psychiatrique de Stockholm. Ils y restent plusieurs jours pour décompresser. Dans les jours qui suivent, les policiers cherchent l'argent. L'argent que les 2 braqueurs réclamaient au tout début et qu'ils leur ont fait passer. T'as trouvé quelque chose ? Ben non. Non, j'ai rien trouvé du tout. Ils l'avaient pas sur eux, on les a fouillés. Je comprends pas ce qu'ils ont pu en faire. Ne cherchez pas, les gars. Ne cherchez pas, c'est un coup de génie. De génie. Avant de s'enfermer dans la chambre forte, Clark Olofsson a pris un paquet d'enveloppes au comptoir de la banque. Et il a réparti les bifetons à l'intérieur. Et sur les enveloppes, il a écrit son adresse ou l'adresse de quelques-uns de ses amis. Et il a tout mis dans la bannette du courrier de l'agence. Quand les gens de la banque ont repris possession de leurs locaux, saccagés par la prise d'otages, ils se sont dit « Oh, tout ce courrier en retard, postons-le vite !»
Et voilà comment Olofsson a récupéré tout l'argent. Il dit aussi qu'il s'en est glissé dans le trou-fignon, mais j'y étais pas. J'en suis pas sûr. Cela dit, normalement, il va pas pouvoir en profiter tout de suite, parce que pour l'instant, il est de retour en prison, dans l'attente du procès. Bien sûr. Le procès de Jan-Erik Olsson et de Clark Olofsson est le couronnement de ce qu'on a appelé à partir de ce moment-là le syndrome de Stockholm. Parce que les otages viennent à la barre, bien sûr, et ils les défendent autant qu'ils le peuvent. Jan-Erik Olsson retourne en prison pour 10 ans de plus. En revanche, le sort de Clark Olofsson est très étonnant. Il est acquitté. Parce que la justice a considéré qu'en le faisant sortir de prison pour l'emmener dans la bande, c'est l'État qui l'a mis en difficulté. Et donc, Clark est libéré. Il va pouvoir profiter de son pognon. De son pognon et pas que. De Christine aussi. Et oui, c'est la cerise sur le gâteau. Dans les mois qui suivent, Clark Olofsson et Christine ont une aventure. Elle ne sera pas éternelle, mais ce sera de l'amour. Le syndrome jusqu'au bout. Professeur Bruno Millet-Larrégui, vous êtes professeur de psychiatrie, vous exercez à la Pitié-Salpêtrière à Paris, vous enseignez à la Sorbonne, il n'y a pas plus chic, et vous venez de publier chez Odile Jacob « Le désordre du cerveau émotionnel ». Vous la connaissiez, cette histoire ? Vaguement. J'en avais entendu parler, mais je n'avais pas compris le caractère extraordinaire de cette aventure qu'ont vécu à la fois ses otages et puis ses ravisseurs. C'est une incroyable histoire. Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, le psychiatre, dans cette histoire ? Qu'est-ce que vous avez retenu ? J'ai vu que vous aviez pris 2-3 notes sur un bout de papier. En fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la question du stress et ce que peuvent vivre des personnes qui se retrouvent pris par des agresseurs et la durée que cela va prendre. Le stress, la plupart du temps, le stress aigu, vous manquez de prendre une balle, vous prenez un coup de couteau, et puis vous sortez dans les heures qui suivent de l'attentat, de l'agression. Mmh. Là, l'agression, elle va durer près de 6 jours, Ouais. Ce qui est énorme. Et donc, il y a un lien. Il y a un facteur temps. Il y a un facteur temps qui est considérable. Et on ne peut pas, à mon avis, comprendre ce lien qui existe entre d'un côté les agresseurs et de l'autre côté les agressés si on ne prend pas en compte ce facteur temps. On va revenir dans un instant sur tout ce qui permet la mise en place de ce syndrome. Juste une question préalable avant qu'on fasse une petite coupure de publicité. Vous dites ça existe, le syndrome de Stockholm, parce qu'il y a débat. Eux-mêmes, d'ailleurs, les protagonistes de cette histoire disent ce psychiatre qui a inventé, qui est un psychiatre américain, qui a inventé ce complexe, a déliré, il ne s'est rien passé d'exceptionnel, etc. Vous dites ça existe. Alors, je pense qu'il y a un phénomène de stress aigu qui va se prolonger pendant 6 jours et que, effectivement, les agressés vont commencer à prendre la partie des agresseurs. Alors, la mise en place de tout ça, vous avez commencé à l'évoquer, la base de tout pour vous. Moi, j'aurais appelé ça la peur. Vous dites le stress. Oui, je dis le stress parce que qu'est-ce que c'est que le stress par rapport à la peur ? Le stress, c'est la pression que l'environnement va mettre immédiatement sur votre cerveau. Et le résultat, c'est la peur qui en ressort. Ouais. Une peur qui est évidemment énorme. Vous vous rendez compte, vous êtes menacé de mort en permanence pendant 2-3 jours. Ouais. Les gens vous disent « je ne sais pas qui je vais tuer », alors qu'il y a quelques minutes auparavant, vous faisiez votre travail professionnel dans une banque. Et donc cette pression, elle est énorme, elle peut même aller jusqu'à la dissociation. C'est-à-dire ? La dissociation, c'est la perte de contact avec la réalité. On ne sait plus où se situe la réalité. Et donc là, si on ne sait plus où est la réalité, on ne sait plus qui sont ses amis, qui sont les gens qui sont pour vous protéger et quels sont vos véritables alliés. Mmh. Et c'est là la force de ces deux
ravisseurs qui, semble-t-il, sont intelligents et savent utiliser tantôt le chaud, tantôt le froid. Tantôt vous avez besoin de serviettes hygiéniques, nous allons vous accommoder. Tantôt vous êtes menaçante, je vais vous donner un petit peu de liberté, mais je vous tiens en laisse. Ouais. À un moment donné... Les toilettes, la scène des toilettes. Alors il y a la scène des toilettes, et puis il y a une des filles qui est amenée, tenue par le cou par une sorte de lacet ou de laisse. Donc en fait, tout est quand même manipulation. Et puis à certains moments, une proximité qui va même presque jusqu'à la relation sexuelle, au cours des 6 jours. Oui, alors ça, je ne l'ai pas raconté, parce que c'est pas vraiment confirmé de manière absolue par les protagonistes, mais Olson aurait couché avec Elisabeth, un peu à l'écart de la salle des coffres. Écoutez, dans l'ouvrage Pendant la prise d'otage. Dans l'ouvrage de Daniel Lang que l'on m'a fourni, il y a quand même cette relation étonnante où, à un moment donné, il y a une proximité avec... Et donc, il y a véritablement un lien comme ça très fort qui se fait. Il faut savoir quand même que ces 6 personnages vont vivre dans une proximité très forte pendant près de 6 jours. Donc, il y a des liens qui se font. Et on arrive à quoi? On arrive à ce qu'on appelle une sorte d'identification et de manipulation. Qui manipule? Les agresseurs manipulent les otages et leur disent finalement, les mauvais, ce sont les policiers. Oui. Parce qu'ils veulent nous tuer, mais ils veulent aussi vous tuer. Et donc c'est un enjeu aussi très important. Il faut savoir en plus que ça survient dans un contexte électoral où il y a des enjeux médiatiques. Oui, alors ça aussi, incroyable. On est à 15 jours des élections du Premier ministre suédois. Donc, ça explique sa mollesse et sa prudence, quoi. Mais surtout un otage qui a un lien avec le Premier ministre de l'époque, au téléphone, comme ça, ex abrupto. Oui, c'est la Suède, hein, ils sont moins chichiteux que nous là-dessus. Bref, c'est étonnant. Mais toujours est-il qu'effectivement, les otages vont prendre la partie et vont prendre la défense des ravisseurs. Et ça, c'est assez extraordinaire, étonnant. Il y a d'autres cas de figures comme ça où des otages vont défendre finalement les agresseurs. Ce n'est pas quand même dans la majorité des cas. Mais j'attire votre attention sur le fait quand même que la prise d'otage, c'est probablement ce qu'il y a de plus sévère à supporter en termes de stress, en matière de stress. Car c'est un stress aigu, mais ça devient presque un stress aigu qui se prolonge de façon considérable. Vous avez parlé de manipulation de la part des preneurs d'otages. Est-ce que dans cette manipulation, il y a de la perversité? Est-ce qu'au fond, pour que se mette en place le syndrome de Stockholm, il ne faut pas qu'il y ait de la perversité de la part des preneurs d'otages? Bon, alors, chaque fois qu'on parle de manipulation, déjà, perversité et manipulation sont quand même assez proches. Hein. Donc, mais c'est vous le psychiatre. Manifestement, j'avais cette idée, mais... Manifestement, les agresseurs sont des gens intelligents, ils savent ce qu'ils veulent faire. Alors, au début, si j'ai bien compris, ça devait être réglé en 24 heures, 48 heures. Et donc, ils sont obligés de changer leur fusil d'épaule. Et là, à mon avis, ils vont s'attaquer. Ils savent très bien que s'ils obtiennent l'ascendant sur les agressés, ça peut mieux se terminer pour eux. Et donc, c'est là-dessus qu'ils vont jouer avec ces alternances de chaud et de froid et cette séduction, il faut bien l'appeler comme ça, des agresseurs par rapport aux 3 femmes. Vous avez remarqué que dans le récit, en tout cas que j'ai lu, l'homme, il est un petit peu mis de côté. Ça, c'est un sujet dont je veux qu'on parle, mais moi, j'avais éventuellement une autre lecture à vous proposer, qui finalement est plus intuitive. Mais moi, ce que je sens dans cette histoire dès le début, c'est que Olofsson, j'ai vu des images dans le documentaire. Il est beau gosse, c'est pas possible. Et donc, dès le début, Christine, Elisabeth et Brigitta, qui est un peu un cas à part, puisqu'elle a 2 enfants, elle attire leur attention, leur pitié. Ils ont pour elle des égards parce qu'elle est mère de famille. Bon, ils sont amoureux de lui. Et donc, est-ce que cette affectivité, ce coup de cœur, n'est pas à la base de la mise en place du mécanisme? Non, il y a une relation probablement de séduction qui se fait, et dans cette relation de séduction, il y a probablement de la suggestion
de la part des agresseurs, qui suggèrent finalement à ces jeunes femmes qu'une relation finalement peut se créer entre les deux. Mais si vous me le permettez, juste, je voudrais quand même rappeler ce qu'est encore une fois cette question de stress aigu. Cette question de stress aigu, quand vous êtes confronté à la mort, vous êtes en état d'hypervigilance en permanence et vous vous demandez comment vous allez réussir à vous adapter à cette situation qui est une situation catastrophique. Autrement dit, comment vous allez vous échapper, comment vous allez échapper à la mort. Et là, il n'y a pas de rationalité. Si ? Pour sortir de ça... Alors la rationalité, elle est instinctive. Elle voilà. est instinctive. Ouais. Il y a l'expression en anglais « fight or flight ». On se bat, on se confronte et on rentre dedans, on risque d'être tué ou on se barre. Dans une situation d'otage, vous ne pouvez faire ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous dissociez, vous vous mettez à délirer, ce qui arrive, et quelquefois vous perdez finalement le contrôle de la réalité, ou bien vous vous adaptez. Parce que le rôle finalement du stress, c'est de permettre à l'organisme de s'adapter. Et pour s'adapter, quoi de mieux que d'accepter d'être soumis et d'entrer dans la relation que l'on vous propose ? C'est presque rassurant, et surtout vous allez vous dire, finalement, ils sont humains. Et donc vous entrez dans une relation. Alors une fois que j'ai expliqué ça, je n'explique pas après la suite. C'est-à-dire comment ça se fait que cette relation de séduction perdure une fois que le danger est hors de portée. Et qu'elle aille jusqu'à l'amour. Alors je ne l'ai pas dit non plus, mais Olson, qui lui part en prison, a reçu la visite en prison de la totalité des otages. Ils y sont allés les 4 le visiter en prison. C'est stupéfiant. Oui, probablement la volonté de la part aussi des otages de les remercier d'une certaine façon, de ne pas les avoir tués aussi. Alors peut-être faut-il aller plus loin. Mais en tout cas, il y a effectivement cette attitude de considération, de commisération presque pour ceux qui leur ont rendu la vie impossible. Et j'ajoute un petit élément que je n'ai pas donné non plus, parce que j'avais pas 2 heures, c'est que Elisabeth et Clark Olofsson ont eu un enfant. Malheureusement, elle a fait une fausse couche, et donc cet enfant n'est pas né. Mais aujourd'hui encore, plus de 25 ans après, ils s'appellent régulièrement, et ils se voient de temps en temps. Et il est resté quelque chose de très fort entre eux, qui vient de ces 6 jours. Je vous remercie infiniment, professeur Millet. Hilaregui, je rappelle le titre de votre livre chez Odile Jacob, « Les désordres du cerveau émotionnel ». Et je vous invite à aller voir ce formidable documentaire. Pourquoi formidable ? Parce que Olivier Pighetti a interviewé la totalité des protagonistes 25 ans après. Donc vous avez les 2 bracos, Olofsson, vous avez Elisabeth, et ils racontent les choses de manière très intime. Et vous allez vous marrer de la relation entre Olson et Olofsson, qui passent leur temps à se descendre et à se traiter d'imbéciles l'un l'autre, en disant c'était moi qui étais intelligent, l'autre c'était un abruti. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.